Ma mère m'a toujours répété que le père de mon meilleur ami était un véritable monstre. Le jour où j'ai découvert la réalité, je me suis empressé de tout lui raconter, mais elle a cherché à m'en empêcher et a même voulu qu'on déménage. Dès lors, j'ai eu envie d'en savoir plus. Et c'est là que j'ai mis au jour le secret le plus bouleversant de ma vie. Un secret que je n'oublierai jamais. J'avais 12 ans quand Brian a débarqué dans notre classe. Il était grand, sportif, il avait tout pour devenir populaire et pourtant, dès qu'il a franchi la porte, tout le monde a pâli. Même la prof a perdu toutes ses couleurs. J'étais visiblement le seul à ignorer ce qui se passait. Malgré tout, à la cantine, je me suis installé à côté de lui et tout le monde, même Brian, m'a lancé un regard bizarre. « Tu veux vraiment être mon ami ?» m'a-t-il lancé, l'air complètement surpris. On a passé la journée à bien rigoler. À l'époque, je n'avais pas d'amis, alors j'étais fou de joie à l'idée de raconter à ma mère que je m'en étais fait un. Mais dès que j'ai prononcé son prénom, elle est devenue livide. « Tu t'éloignes de ce garçon. Lui et son père, ce sont des monstres. Ils ont frappé leur mère et l'ont envoyé à l'hôpital. » J'étais sous le choc. Le lendemain, au lieu de me laisser aller à l'école tout seul, ma mère m'a accompagné. Elle est allée parler tout bas à la prof, qui a hoché la tête, l'air grave. Quand j'ai voulu m'asseoir à côté de Brian, Madame Squelch m'a aussitôt changé de place. J'ai lancé un regard à Brian de l'autre côté de la classe, il était au bord des larmes. À la récré, il est resté planté tout seul près de la clôture, alors que les autres jouaient, et après l'école, j'ai compris pourquoi. Son père est arrivé en voiture, la zone de dépose s'est vidée d'un coup, les parents ont attrapé leur gamin et sont partis en vitesse. Une mère a même dit à sa fille « Ne le regarde pas, ma chérie ». Le père de Brian est resté dans sa voiture, la tête baissée, pendant que Brian montait à l'intérieur. On les traitait comme des pestiférés, mais tout cela sonnait faux. Le père de Brian préparait toujours des barres de céréales pour les enfants qui oubliaient leur argent de cantine. Et Brian restait après l'école pour aider ceux qui avaient du mal. Impossible d'imaginer que cette famille ait pu frapper leur propre mère. Puis un jour, j'ai compris qui était vraiment Brian et son père. Je rentrais chez moi, comptant les 50 € offerts par ma grand-mère pour mon anniversaire, quand 3 grands de 3e m'ont coincé. Regardez le petit bourge, a lancé le plus baraqué en me poussant à terre. Ils m'ont pris mon argent et l'un d'eux m'a donné un coup de pied dans les côtes. Je me suis recroquevillé en attendant la suite, mais tout à coup, ils ont détalé. Le père de Brian était là, il n'a touché personne. Il s'est juste approché et m'a dit « Ça va, gamin ?» avant de m'aider à me relever. Il m'a raccompagné chez moi sans un mot de trop. Quand j'ai tout raconté à ma mère, elle a paniqué. « Il t'a abordé ? Et s'il t'avait emmené quelque part ?» Elle a aussitôt appelé l'école. « Un agresseur connu a approché mon fils », répétait-elle. Le lendemain, toute l'école était au courant. Le principal a envoyé un mail interdisant au père de Brian de remettre les pieds à l'école. Les parents ont relayé l'info sur Facebook en l'accusant d'être un prédateur. Brian était décomposé, il a gardé la tête enfouie dans ses bras toute la journée. Quand j'ai tenté de lui passer un mot pour remercier son père, il me l'a rendu. « S'il te plaît, non », a-t-il murmuré. « Tu ne fais qu'aggraver sa situation. » 2 semaines plus tard, je l'ai croisé à la bibliothèque, en larmes, essayant de se cacher. Je me suis assis près de lui. Ils ont tagué prédateur sur sa voiture, a soufflé Brian. Il a perdu son boulot à cause de tout ça. On risque de se retrouver à la rue. Il s'est essuyé les yeux, furieux. Tout le monde le déteste, mais personne ne sait ce qui s'est vraiment passé. « Comment ça ?» ai-je demandé. Brian a regardé autour de lui pour vérifier qu'on était seuls, puis il m'a tout balancé. Jamais, ni lui ni son père n'avaient frappé leur mère. C'était tout le contraire. C'est elle qui les frappait, balançait des bouteilles, cassait des poêles, des assiettes, s'en prenait même à eux avec des briquets. Brian porte encore une cicatrice de brûlure dans le dos. « Mais alors pourquoi accuse-t-on ton père ?» ai-je demandé. Brian a éclaté en sanglots. Il m'a avoué que sa mère, en plus de la violence, menaçait sans cesse son père. Si jamais il partait avec Brian, elle raconterait à tout le monde que c'était lui l'agresseur. J'étais écœuré. Et c'est exactement ce qu'elle a fait, pleurait Brian. Quand papa m'a emmené et qu'on est enfin parti, elle l'a traîné devant la justice en mentant sur toute la ligne. Mais alors pourquoi tout le monde croit que vous êtes coupable ? Les gens gobent n'importe quoi sans chercher plus loin. Il a alors sorti son téléphone et m'a montré ce qui allait tout changer. Des captures d'écran de rapports de police, des documents du tribunal, des dossiers médicaux. Il y avait des photos de bleu sur les bras de son père, un rapport d'hôpital après que sa mère lui ait lancé une bouteille à la tête, plusieurs demandes d'ordonnance d'éloignement déposées, puis retirées par son père. Ça datait de plusieurs années. Brian faisait défiler les images, chacune plus dure à avaler que la précédente. J'ai attrapé son téléphone pour prendre des photos avec le mien, mais Brian a voulu m'en empêcher. J'ai secoué la tête. Les gens doivent savoir. Non ! Brian a arraché son portable. Tu ne comprends pas. Ça va tout empirer. C'est toujours comme ça. La sonnerie a retenti. On a dû retourner en classe. Impossible de me concentrer. À chaque fois que je voyais Brian recroquevillé sur sa table, je repensais à ses photos, à son père dans cette voiture taguée « prédateur », à tout le monde, même ma propre mère, persuadée de connaître la vérité alors qu'il se trompait. Après l'école, ma mère m'attendait déjà en voiture. À peine assis, elle a commencé. « On m'a dit que tu traînais avec ce Brian à la bibliothèque. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Maman, tu ne comprends pas. C'est non négociable. Tu restes loin de lui. » Elle serrait le volant à s'en blanchir les jointures. Son père est dangereux, tout le quartier le sait. Et s'il se trompait, j'ai sorti mon téléphone. Et si je pouvais te le prouver ? Ma mère a pilé au feu rouge,
s'est tourné vers moi. Peu importe ce qu'il raconte, je ne veux rien entendre. Les agresseurs font toujours passer leurs histoires pour des malheurs. Toujours. De retour à la maison, je suis monté direct dans ma chambre pour mener ma propre enquête. J'ai retrouvé le dossier du tribunal sur Internet. Les archives publiques révélaient que la mère de Brian avait d'abord obtenu la garde exclusive, mais qu'à 12 ans, Brian avait choisi de vivre chez son père. C'est précisément à ce moment-là qu'elle avait porté plainte pour violence. Le timing était franchement suspect. J'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur, tout bien rangé, les photos récupérées sur le téléphone de Brian, la chronologie des audiences, le fait que le père n'avait jamais été condamné, seulement accusé. J'étais absorbé par mes recherches quand maman est apparue dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai vite réduit la fenêtre. Mes devoirs. Elle s'est approchée, a rouvert l'ordi. Son visage a changé du tout au tout. D'abord intriguée, puis furieuse. « Tu as pris des photos de leurs soi-disant preuves? Mais ça va pas à la tête? Je te jure. Regarde les dates, regarde-les. Tu effaces tout, tout de suite. » Comme je traînais, elle m'a arraché mon téléphone des mains. « Je le garde jusqu'à ce que tu comprennes ce que c'est que de prendre de bonnes décisions. Et tu es privé de sortie. L'ordinateur uniquement pour les devoirs, et je vérifierai. » Les jours qui ont suivi ont été un vrai cauchemar. À l'école, j'ai tenté de glisser des mots à Brian, mais les profs nous séparaient systématiquement. Les autres élèves se mettaient à chuchoter sur mon passage. « C'est lui, le copain du fils de l'agresseur », j'ai entendu dans un couloir. J'ai fini par squatter les ordinateurs de la bibliothèque à la pause de midi. La documentaliste, Madame Chen, nous laissait tranquilles tant qu'on ne faisait pas de bruit. J'ai continué à fouiller les archives publiques. J'ai découvert que la mère de Brian, Catherine, avait déjà un passif chargé. 2 anciennes plaintes pour harcèlement déposées par des ex, une arrestation pour bagarre dans un bar, tout ça avant même de rencontrer le père de Brian. J'étais en train d'imprimer des documents quand j'ai entendu quelqu'un se racler la gorge derrière moi. C'était Madame Patterson, la bénévole la plus fouineuse des parents, bras croisés. « Tu n'es pas censé être à la cantine ?» J'ai ramassé à toute vitesse mes feuilles et les ai fourrées dans mon sac. Je finissais simplement un devoir. Plus tard, dans l'après-midi, maman m'attendait dans le bureau du principal quand on m'a appelé. Madame Patterson était assise à côté d'elle, toute fière d'elle. Monsieur Morrison, le principal, brandissait mes impressions. « Tu m'expliques pourquoi tu fais des recherches sur des ordonnances d'éloignement pendant les cours ? » Le visage de maman était fermé. On en reparlera à la maison. On a fait le trajet dans un silence plombant jusqu'à la maison. Garée devant la porte, maman a explosé. Madame Patterson m'a expliqué « Tu es complètement obsédée par cette famille. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi ? Mais enfin, c'est pas moi le problème. C'est tout le monde », ai-je répliqué en criant. Vous préférez ruiner la vie d'une famille innocente plutôt que de regarder les faits en face. Monte dans ta chambre. Tu ne mets plus un pied dehors en dehors de l'école tant que tu n'auras pas retrouvé tes esprits. J'ai monté les marches en claquant la porte derrière moi. De ma fenêtre, je voyais la maison des Patterson, juste en face. J'imaginais déjà Madame Patterson en train d'envoyer des messages aux autres mères pour raconter à quel point mon comportement était inquiétant. Le lendemain à l'école, c'était pire encore. Les élèves s'écartaient quand j'approchais. Ma table habituelle était occupée. Même les profs me lancèrent des regards bizarres. J'ai croisé Brian dans le couloir. Il m'a lancé en silence. Désolé. J'ai fini par manger seul, enfermé dans une cabine des toilettes, en essayant de réfléchir à la suite. Maman avait confisqué mon téléphone et restreint l'ordinateur, mais elle ne pouvait quand même pas m'empêcher de me servir des ressources du lycée. Il suffisait d'être plus discret. Petit à petit, j'ai instauré une routine. Je proposais mon aide aux enseignants après les cours, puis j'utilisais leurs ordinateurs dès qu'ils avaient le dos tourné. J'ai trouvé d'autres infos sur Catherine, renvoyée de 3 emplois pour conflit avec ses collègues, un profil sur les réseaux sociaux rempli de posts rageurs contre des ex qu'elle accusait de l'avoir maltraité, avant que son compte ne devienne privé. Brian me laissait désormais des petits mots cachés entre les livres de la bibliothèque, des nouvelles brèves sur son père. Encore raté un entretien, ils l'ont googlé. Le proprio veut qu'on parte avant la fin du mois. Papa ne mange plus. Il dit que c'est à moi de manger le peu qu'il reste. Chaque message me mettait un peu plus en rage. J'ai commencé à tout noter dans un carnet planqué au fond de mon casier. Preuves, dates, liens, tout y passait. J'étais en train de constituer un dossier. Mais maman a fini par découvrir que j'utilisais encore l'ordinateur après les cours. C'est la fille de Madame Patterson qui lui avait vendu la mèche. Elle a débarqué en furie à l'école. « J'en ai assez !» a-t-elle lancé au principal Morrison. « Je ne supporte plus l'influence de cette famille sur mon fils. Il ment, il se cache, il est obsédé. » Monsieur Morrison a approuvé, l'air grave. « Nous avons aussi remarqué un changement chez lui. Je veux que mon fils ne soit plus jamais en contact avec Brian ici. Nous ferons tout pour surveiller ça. » Mon emploi du temps a changé. Plus de pauses avec Brian, déjeuner décalé. Une conseillère d'orientation m'a même sorti de cours pour discuter, me demandant comment je me sentais, si je voulais parler de mes choix. Mais il n'avait aucune prise sur ce que je pensais, ni sur le fait que je savais qu'en ville, Brian et son père souffraient, parce que tout le monde préférait croire à des mensonges confortables plutôt qu'à une vérité qui dérange. Un jour, j'ai croisé le père de Brian au supermarché. Il achetait du pain premier prix et un pot de beurre de cacahuètes. Ses vêtements flottaient sur lui, il avait fondu. En me voyant, il a baissé les yeux et filé vers la caisse. Je l'ai suivi dehors. « Monsieur Davidson ?» Il s'est arrêté sans se retourner. « Tu ferais mieux de ne pas me parler.
Tu ne fais qu'aggraver les choses pour toi. Je connais la vérité. Brian me l'a montré. Il s'est affaissé. La vérité ne sert à rien si personne ne veut l'entendre. Je veux vous aider. Il a fini par se tourner vers moi. Il avait les yeux rouges, exténués. T'es un gosse bien, mais tiens-toi à l'écart de nous. Fais-le pour toi. Il est parti, sa voiture affichant encore sous une vieille couche de peinture le mot « prédateur ». Ce soir-là, maman est entrée dans ma chambre avec son ordinateur. Je veux te montrer quelque chose. Elle a ouvert le groupe Facebook des parents, post après post sur le père de Brian. Je l'ai vu rôder près de l'aire de jeu. Il a suivi ma fille au magasin. Pourquoi il n'est pas encore en prison? Tout ça, c'est des mensonges, ai-je protesté. Il essaie juste de mener sa vie et on le traite comme un criminel. 300 parents ne peuvent pas tous se tromper. Maman a refermé l'ordinateur d'un geste sec. Je veux te protéger. Cet homme t'utilise en passant par son fils. Non, c'est toi qu'on manipule. Avec les ragots, la peur et... Ça suffit. Maman s'est levée brusquement. J'ai pris rendez-vous avec un spécialiste. Quelqu'un qui connaît bien les enfants sous l'influence de personnes dangereuses. Un frisson glacé m'a parcouru. Tu penses que je me suis fait endoctriner? Je crois surtout que tu es perdu. Et je vais arranger ça. Elle m'a laissé là, seule avec ma colère. Il dressait des murs autour de moi. Voulait me forcer à lâcher Brian et son père. Mais les murs n'avaient jamais réussi à m'arrêter. Tard dans la nuit, j'ai entendu maman au téléphone. Oui, je suis très inquiète. Il est obsédé par l'idée de prouver leur innocence. Il prend des photos de soi-disant preuves. Je pense vraiment qu'ils ont eu une influence sur lui. Je reconnaissais sa voix prudente, celle qu'elle utilisait quand elle voulait convaincre sans en avoir l'air. Elle était en train de monter son propre dossier contre moi, de me faire passer pour instable, obsédé, manipulé. Exactement comme Catherine l'avait fait contre le père de Brian. Je suis resté allongé, les yeux rivés au plafond, à ruminer. Tout le monde gobait l'histoire parce que c'était tellement plus facile que de tout remettre en question. Parce que les larmes d'une mère devant le tribunal frappaient plus que le silence d'un père accusé. Parce qu'une fois qu'une version s'installe, la remettre en cause revient à admettre qu'on s'est trompé, et personne ne veut reconnaître qu'on a participé à la chute d'une famille innocente. Mais j'avais du temps devant moi, j'avais la rage, la détermination, et surtout, j'avais la vérité. On pouvait bien me confisquer mon téléphone, limiter mon accès à l'ordinateur, m'éloigner de Brian au lycée, chuchoter dans mon dos, m'isoler ou m'envoyer chez un psy. Rien de tout ça ne changerait ce que je savais. Le père de Brian était innocent. Brian en souffrait. Et d'une façon ou d'une autre, je comptais bien le prouver à tout le monde. Même si ça voulait dire devenir le vilain de l'histoire des autres. Même si je devais affronter ma propre mère ou que toute la ville se retournait contre moi. Parce que parfois, la vérité mérite bien qu'on devienne le méchant dans le scénario des autres. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un plan. Il était risqué, sûrement stupide, et allait sans doute me valoir encore plus d'ennuis. Mais dans sa dernière lettre, Brian disait qu'il leur restait 2 semaines avant l'expulsion. 2 semaines pour tout changer, 2 semaines pour démasquer les mensonges de Catherine, 2 semaines pour sauver la famille de mon ami. Je me suis préparé pour le lycée, j'ai embrassé maman comme si de rien n'était, et intérieurement je me préparais à livrer bataille. Ils pensèrent m'avoir cassé avec l'isolement et la menace du psy. Ils n'avaient aucune idée de ma détermination quand je savais que j'avais raison. Le rendez-vous chez le thérapeute était prévu pour jeudi, 3 jours devant moi. Ce matin-là, je suis arrivé au lycée avec mon carnet bien dissimulé sous ma chemise, en sachant que la fille de Madame Patterson épiait chacun de mes gestes. Pendant la première heure, j'ai demandé à aller aux toilettes, mais j'ai filé à la salle informatique, déserte à part un collégien absorbé par un exposé. Je me suis connecté discrètement sur un poste au fond et j'ai ouvert les profils de Catherine sur les réseaux sociaux avec un faux compte créé quelques semaines plus tôt. Ces publications d'il y a 3 ans montraient un tout autre visage que celui de la mère éplorée que tout le monde plaignait aujourd'hui. Des soirées dans des bars, des coups de gueule contre des mecs soi-disant irresponsables, et surtout, un post particulièrement révélateur. Certaines personnes doivent apprendre à leurs dépens. J'obtiens toujours ce que je veux, au final. J'ai tout capturé en capture d'écran et envoyé à une adresse mail créée pour l'occasion, juste avant que la sonnerie ne retentisse. En revenant en classe, j'ai remarqué l'absence de Brian à sa place habituelle. Son bureau était vide. À midi, j'ai trouvé un mot de sa main dans le livre où on échangeait nos messages. Papa s'est effondré hier. Il ne mange presque plus. L'hôpital refuse de l'admettre. Pas d'assurance. On dort dans la voiture maintenant. J'avais les mains qui tremblaient en lisant ces lignes. Ils vivaient dans leur voiture alors que Catherine se prélassait sûrement dans la maison payée par le père de Brian. Il fallait que j'accélère les choses. Après les cours, j'ai dit à maman que je restais pour du soutien en maths. Elle vérifierait sûrement auprès du prof, mais ça me laissait 1 heure devant moi. J'ai filé à la bibliothèque municipale, à 6 pâtés de maison. Là-bas, pas besoin de connexion spéciale pour accéder aux ordinateurs. Je fouillais depuis 20 minutes quand Catherine a débarqué. Elle n'avait rien de la femme brisée qu'elle affichait sur les photos du tribunal. Vêtements de marque, ongles impeccables, démarche assurée. Elle a foncé vers le rayon roman et je me suis planqué derrière mon écran. Le cœur battant, je l'observais fouiller les étagères tout en lançant des regards autour d'elle. Simple coïncidence, ou quelqu'un lui avait parlé de mes visites ici. Elle est repartie au bout de 10 minutes, mais je savais qu'elle m'avait remarqué. J'ai rangé mes affaires à la hâte et j'ai pris un chemin différent pour rentrer, en traversant le parc. Maman m'attendait sur le pas de la porte. Le soutien s'est terminé il y a 1 heure. J'ai marché avec des amis. Madame Patterson t'a vu à la bibliothèque.
Elle m'a montré son téléphone. Une photo de moi devant l'ordinateur s'y affichait. Elle s'inquiète que tu continues à fouiner autour de cette histoire. Je n'ai pas bronché en passant la porte. Elle n'attendait plus que le rendez-vous chez le psy. Cette nuit-là, j'ai entendu des éclats de voix en bas. Papa venait de rentrer de déplacement et maman le mettait au parfum. Il est obsédé, Tom. Il prend des photos de documents, il enquête sur la mère, il les défend tout le temps. On devrait peut-être l'écouter, a répondu papa tranquillement. Et si tout cela ne se passait pas comme on le croit? Pas toi aussi, s'est exclamé maman. Cet homme est dangereux. Tout le quartier le sait. Le quartier s'est déjà trompé, a répliqué papa. Leur dispute a duré, mais un petit espoir est revenu. Papa avait toujours gardé la tête froide, moins perméable au ragot. Peut-être que j'arriverais à le convaincre. Le lendemain matin, Brian n'était toujours pas là. J'ai surpris des profs qui chuchotaient qu'il manquait depuis 3 jours. Il doit avoir trop honte de revenir après ce que son père a fait, a lâché l'un d'eux. J'ai eu envie de hurler leur erreur, mais je me suis retenu, qu'ils croient que j'avais laissé tomber. Pendant l'heure au CDI, j'ai retrouvé un mot dans notre livre, mais ce n'était pas l'écriture de Brian. Arrête tes fouilles si tu veux que ton copain ne paie pas les pots cassés. Catherine savait. Elle avait compris que je menais mon enquête sur elle. Mes mains tremblaient quand j'ai glissé le mot dans ma poche. On était bien au-delà des racontards de parents ou des potins du lycée. Après les cours, j'ai réussi à convaincre papa de passer devant l'ancien appart de Brian. Sa voiture n'était pas là. On a fait le tour de 3 autres parkings avant que je ne la repère, planquée derrière un supermarché. Le père de Brian était affalé sur le siège conducteur, Brian replié à l'arrière. « Papa, s'il te plaît. » J'ai soufflé. « Regarde-les. Tu trouves vraiment qu'il fait peur, cet homme ?» Papa les a observés longtemps, sans rien dire. Remonte dans la voiture. Mais au lieu de s'en aller, il s'est garé devant le supermarché. Il est revenu avec 2 sacs de courses et un poulet rôti tout chaud. « Reste là », m'a-t-il ordonné. Je l'ai vu s'approcher de leur voiture et tapoter doucement à la vitre. Le père de Brian s'est réveillé en sursaut, l'air paniqué. Mais papa a simplement montré les sacs. Ils ont discuté quelques minutes, le père de Brian secouant la tête sans arrêt. Finalement, papa a laissé les courses sur le capot et il est revenu. Au début, il ne voulait pas accepter, a expliqué papa sur le chemin du retour. Il disait qu'il n'avait pas besoin de charité. Je lui ai dit que ce n'était pas de la charité, juste un père qui tend la main à un autre. Ce soir-là, papa et maman se sont de nouveau disputés. Sauf que cette fois, j'ai entendu papa dire « Et si on se trompait, Jeannette? Et si on était en train de briser une famille innocente ?» Le jeudi est arrivé bien trop vite. Chez la psy, ça sentait la bougie à la vanille et les murs étaient couverts d'affiches qui se voulaient inspirantes. Dr Reeves collait parfaitement à l'image que je m'en faisais. Lunettes en métal, sourire compatissant, carnet en main. « Votre mère m'a dit que vous prenez la défense d'un camarade dont le père aurait un passé inquiétant. » a-t-elle commencé. J'ai réfléchi avant de répondre. J'ai vu des éléments qui montrent que l'histoire que tout le monde raconte n'est peut-être pas la vraie. Parfois, quand on tient à quelqu'un, on préfère voir ses qualités, a-t-elle enchaîné doucement. Mais ça peut nous empêcher de remarquer les signaux d'alerte. Et si ces signaux visaient la mauvaise personne? On a tourné en rond pendant toute la séance. Elle sous-entendait que je me faisais embobiner, j'enchaînais avec des faits. Elle parlait de faire confiance à la vie générale, je lui rappelais que même les communautés peuvent se tromper. À la fin, elle était visiblement agacée. « J'aimerais le voir chaque semaine », a-t-elle dit à maman. « Il présente des signes d'opposition. Génial. J'avais droit à une étiquette maintenant. » Le vendredi matin, j'ai retrouvé Brian au lycée. Il faisait peine à voir, vêtements sales, regard vide, mains tremblantes. « Ça va ?» ai-je murmuré. Il a à peine fait un signe de tête. Elle a appelé papa hier. Elle a dit qu'elle lèverait l'ordonnance d'éloignement si on rentrait. Il a refusé. Elle s'est énervée. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. C'est justement ça qui m'inquiète. À midi, j'ai profité de l'absence d'une prof en réunion pour utiliser son ordi, prétextant avoir des devoirs à imprimer. En réalité, je me suis connecté à ma boîte où je gardais mes preuves. Un nouveau mail m'attendait. Pas de nom. Juste, tu as été prévenu. En pièce jointe, une photo de moi à l'ordi de la bibliothèque, prise de dos. Catherine m'avait bien à l'œil ce jour-là. Mon vieux portable, caché dans mon casier, a vibré. SMS d'un numéro inconnu. Ton ami a l'air épuisé. Dormir dans une voiture, c'est risqué. Tout peut arriver. J'ai fait une capture d'écran de la menace et l'ai ajoutée au dossier. Catherine devenait vraiment imprudente. L'après-midi, le principal Morrison m'a convoqué. Maman était là, ainsi que Madame Patterson et 2 autres parents bénévoles. « On s'inquiète pour ton attitude », a commencé Morrison. « Plusieurs parents t'ont vu fouiner dans la vie privée d'une famille de la commune. J'essaie de les aider », ai-je répondu. En colportant des mensonges, Madame Patterson s'est approchée de moi. « Cette pauvre femme a déjà assez souffert sans que tu salisses son nom. Est-ce que quelqu'un ici a seulement pris la peine de regarder les preuves ?» ai-je demandé. « Ou vous préférez juste croire ce qui vous arrange ?» Le visage de maman est devenu cramoisi. « Excuse-toi, tout de suite. » Pourquoi? Pour avoir posé des questions. Et là, la réunion est partie en vrille. Ils ont parlé de me suspendre, de limiter mon accès aux ordinateurs du lycée, d'augmenter la fréquence des séances chez la psy. Je me suis tue, les laissant organiser ma sanction, tandis que Brian et son père dormaient dans leur voiture. Le soir, j'ai entendu maman au téléphone avec Catherine. « Je suis vraiment désolée pour ce que fait mon fils. On gère la situation, il ne vous dérangera plus. Bien sûr, si jamais il se passe autre chose, elle s'excusait auprès de la harceleuse prête à me faire taire. J'avais juste envie de hurler.
Samedi matin, papa m'a emmené chez le coiffeur. Dans la voiture, il m'a soufflé. Je suis repassé devant le supermarché hier soir. Ils y sont toujours. Ils n'ont nulle part où aller. Tu sais, ta mère pense bien faire. Il a soupiré. Elle veut te protéger. Me protéger de quoi? D'aider des innocents? Papa est resté silencieux un long moment. Montre-moi tes preuves. Je l'ai fixé, étonné. Tu es sérieux? Je regarderai tout, mais si ce n'est pas convaincant, tu laisses tomber. Promis? J'ai accepté sans hésiter. Le soir venu, pendant que maman était à son club de lecture, j'ai tout montré à papa. Les photos que Brian m'avait envoyées, les documents du tribunal, les publications de Catherine sur les réseaux sociaux, les anciennes ordonnances d'éloignement, les messages menaçants. Papa a tout passé en revue, de plus en plus inquiet à chaque page. « C'est solide ?» a-t-il fini par dire. « Alors tu me crois ? Je crois qu'il y a autre chose derrière cette histoire qu'on ne nous a pas dite. » Il s'est passé la main sur le visage. « Mais ta mère n'acceptera jamais ça, pas plus que la communauté. Ils sont trop attachés à leur version. Alors on les laisse souffrir ?» Je n'ai pas dit ça. Papa est resté songeur. Il va falloir la jouer fine. Catherine sait très bien que tu cherches des réponses. Ces menaces, on devrait aller voir la police. Avec quoi? Elle est maligne. Rien n'est assez flagrant pour qu'il bouge. Le téléphone de papa a sonné. Maman annonçait que le club de lecture se terminait plus tôt. Il m'a aidé à planquer les preuves en vitesse. On va trouver une solution. Il a promis. Mais sois prudent. Pas de folie. Le dimanche s'est écoulé dans une ambiance étrange. Trop calme. Pas de nouvelles de Brian. Aucune menace de Catherine. Ce silence n'augurait rien de bon. Lundi matin, tout a dégénéré. En arrivant à l'école, j'ai tout de suite remarqué les voitures de police sur le parking. Et les élèves, regroupés en petits cercles, murmuraient avec nervosité et curiosité. Je me suis faufilé entre eux pour comprendre ce qui se passait. Le père de Brian, menotté, était encadré par les policiers. Brian, tout près d'une voiture, pleurait à chaudes larmes. Catherine était là aussi, tenant un mouchoir taché de sang sur le nez, gesticulant devant un policier. « Il m'a agressé », répétait-elle. « Je voulais seulement discuter de notre fils, et il a complètement perdu les pédales. » J'ai tout de suite saisi le scénario. Elle l'avait poussé à bout, s'était probablement infligé cette blessure elle-même, puis avait appelé les flics. La vieille ruse des manipulateurs, provoquer, faire dérailler la situation, puis se poser en victime. « Ce n'est pas vrai !» ai-je lancé en m'avançant. « Elle ment !» Mais un policier m'a bloqué la route. « Recule, fiston !» « Mais j'ai des preuves, c'est elle la violente, pas lui !» Catherine m'a lancé un regard par-dessus l'épaule du policier, un rictus de satisfaction aux lèvres. Ils ont fait monter le père de Brian dans la voiture. Brian a tenté de le suivre, mais Catherine lui a agrippé le bras. « Tu rentres à la maison avec moi, mon chéri. Ta place est là. »« Non !» Brian s'est débattu. « Je veux pas aller avec toi. C'est mon fils !» a déclaré Catherine au policier. « J'ai la garde. Il est juste bouleversé parce que son père lui a monté la tête avec des mensonges. Sans qu'on puisse rien faire, ils l'ont obligé à partir avec elle. Je suis resté impuissant, à regarder Brian s'éloigner, la peur sur le visage pendant qu'elle le traînait vers sa voiture, sa main serrée sur son bras. À la maison, j'ai tout raconté à papa, qui a aussitôt appelé un ami avocat. Mais les nouvelles étaient mauvaises. À cause de la plainte de Catherine, le père de Brian devait rester en garde à vue au moins jusqu'au lendemain. Et avec les ordonnances de garde en place, Catherine avait tous les droits pour reprendre Brian. Il nous faut absolument ces messages de menaces qu'elle a envoyés, a insisté papa. C'est la preuve qu'elle avait tout prémédité. Sauf que quand j'ai vérifié sur mon téléphone caché, tout avait disparu. Elle avait réussi à tout effacer à distance. Il me restait quelques captures d'écran dans mes mails, mais qui allait me croire? Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Je pensais à Brian enfermé avec elle. Est-ce qu'elle lui faisait du mal? Est-ce qu'il allait tenir le coup? Le lendemain matin, Brian n'était pas à l'école. D'après les profs, Catherine avait prévenu qu'il était trop traumatisé et avait besoin de temps pour se remettre. Je savais que c'était du pipeau. Elle le gardait prisonnier. À midi, je me suis éclipsé discrètement. J'avais promis à papa de ne rien faire de risqué, mais je ne pouvais pas laisser Brian dans cette galère. J'ai filé jusqu'à la maison de Catherine en courant sur 8 rues. Les rideaux étaient tirés, mais de l'intérieur, j'ai perçu des cris. Puis, un bruit sourd, un fracas, et la voix de Brian tremblante. « S'il te plaît, maman, je suis désolé. J'ai appelé le 17 depuis mon téléphone planqué. Je crois qu'il y a des violences au 438 rue Maple. J'entends des cris, des objets qu'on casse. Je me suis caché derrière un arbre, attendant l'arrivée de la police. Ils ont frappé. Catherine a ouvert, parfaitement calme. Messieurs les agents, un problème? On a reçu un appel pour un incident. Oh, sûrement le film d'action à la télé. Désolé si j'ai mis le son trop fort. Et ils l'ont cru sans hésiter. J'avais envie de hurler que Brian était là, qu'il avait besoin d'aide, mais je savais que ça ne ferait qu'attirer mes parents. Quand les policiers sont repartis, Catherine est sortie sur le perron et a regardé droit dans ma direction. « Je sais que tu es là », a-t-elle lancé, mielleuse. « Brian a quelque chose à te dire. » Brian est apparu sur le pas de la porte. Même de loin, j'ai vu la marque rouge sur sa joue. « Arrête d'essayer d'aider », a-t-il dit d'une voix éteinte. « Tu ne fais qu'aggraver les choses. Laisse-nous tranquilles. » Catherine lui serrait l'épaule, et je voyais bien qu'il lisait un texte. Je suis reparti en courant à l'école, juste à temps pour la fin de la pause. Mon prof m'a collé un retard, mais je m'en fichais pas mal. Il fallait agir. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision.
Si les adultes ne voulaient pas entendre les preuves, peut-être écouteraient-ils Brian directement. J'ai commencé à filmer des vidéos avec mon téléphone caché, à raconter tout, les dates, la chronologie, les menaces que j'avais pu sauvegarder avant qu'elles disparaissent. Je m'appelle narrateur, ai-je débuté. Et il faut que vous sachiez la vérité sur Catherine Davidson. J'ai mis la vidéo sur YouTube, puis j'ai posté le lien anonymement sur le groupe Facebook des parents. En 1 heure, 50 vues, puis 100. Maman a débarqué dans ma chambre, furieuse. « Qu'est-ce que tu as encore inventé ?» La vidéo faisait déjà le tour du groupe. Certains parents m'accusaient de mentir, mais d'autres posèrent des questions. Pourquoi un gosse de 12 ans inventerait-il tout ça? Qu'est-ce qu'il aurait à y gagner? Tu es privé de sortie pour une durée indéterminée, a décrété maman. Plus d'école, plus de sortie, pas question tant que tu n'auras pas supprimé cette vidéo. Pardon? Tu rigoles? J'ai dit non. Tu peux me punir autant que tu veux. La vidéo reste. Papa est apparu dans l'embrasure de la porte. Jeannette, tu l'as regardé la vidéo? Pas besoin de regarder des mensonges sur cette pauvre femme. D'une voix basse, papa a insisté. Je l'ai vu et je pense qu'on devrait envisager que notre fils dise la vérité. Ils se sont encore disputés pendant 1 heure, maman l'accusant d'encourager mes délires, papa défendant les preuves que j'avais rassemblées. Finalement, maman est partie chez sa sœur en disant qu'elle reviendrait quand cette famille aurait retrouvé la raison. Le lendemain matin, la vidéo avait déjà 2000 vues et les commentaires s'accumulaient. Certains me traitaient de sale gosse, d'autres racontaient leurs propres histoires de fausses accusations, évoquant la difficulté pour les garçons victimes de violences d'être crus. C'est là que Catherine a contre-attaqué. Une nouvelle vidéo a débarqué sur la page Facebook des parents avec des images de vidéosurveillance où on me voyait soi-disant la suivre à la bibliothèque, une autre où je traînais devant chez elle. Elle avait tout monté pour me faire passer pour un harceleur inquiétant. Cet enfant perturbé harcèle ma famille, écrivait-elle. Son père devrait être surveillé pour encourager ce comportement. Je crains pour ma sécurité et celle de mon fils. Et là, tout le monde s'est retourné contre nous. Les parents réclamèrent des sanctions. Certains voulaient carrément que papa perde son travail à cause de moi. Certains voulaient carrément m'envoyer en foyer. Le principal Morrison a appelé mon père et j'ai été suspendu jusqu'à nouvel ordre, le temps qu'on me fasse passer une évaluation psychologique. Les séances de thérapie n'étaient plus une option, c'était devenu obligatoire. Mais un truc inattendu est arrivé. L'avocat du père de Brian est tombé sur ma vidéo. Il a appelé mon père l'après-midi même. « La vidéo de votre fils, c'est la première vraie aide qu'on ait reçue », lui a-t-il dit. « Est-ce qu'il accepterait de témoigner sur ce qu'il a vu ?»« Il n'a que 12 ans », a répondu mon père. Et tout le monde s'est déjà retourné contre lui. Je comprends, mais cette vidéo pousse des gens en dehors de votre ville à se poser des questions. Parfois, il suffit d'une fissure dans le récit. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Brian était toujours bloqué avec Catherine, son père toujours en prison, et chez moi, tout partait en vrille. Pourtant, la vidéo était toujours en ligne. Elle continuait de circuler. Peut-être qu'elle tomberait entre les mains de quelqu'un qui pourrait vraiment faire quelque chose. Jeudi, c'est d'une source totalement inattendue qu'est venue la première avancée. Une certaine Sarah a laissé un commentaire sous ma vidéo. Catherine Davidson était ma coloc à la fac. Tout ce que raconte ce garçon, c'est exactement ce que j'ai vu. Elle a envoyé son ex à l'hôpital puis a réussi à faire croire à tout le monde que c'est lui qui l'avait agressé. J'ai des photos. Le commentaire de Sarah était accompagné de clichés qui datèrent de 20 ans. Catherine avec les jointures abîmées, hilar parce qu'elle venait de remettre son ex à sa place, et des rapports de police où elle était désignée comme agresseur. Mais elle avait toujours réussi à s'en tirer sans poursuite. J'ai tout sauvegardé avant que Catherine ne trouve un moyen de les faire disparaître. Mais Sarah n'en est pas restée là. Elle a appelé le commissariat où le père de Brian était retenu, elle a alerté la presse locale, elle a contacté tous ceux qui voulaient te bien écouter. J'ai gardé le silence il y a 20 ans, a-t-elle expliqué à un journaliste. Je ne referai pas la même erreur. Vendredi, des failles commençaient à apparaître dans la version de Catherine. Les images de vidéosurveillance qu'elle avait publiées étaient remises en cause. Pourquoi filmait-elle un enfant? Comment avait-elle obtenu des images de tant d'endroits différents? Ça ressemblait bien plus à du harcèlement qu'à une histoire de victime épiée. L'avocat du père de Brian s'est servi de ma vidéo et du témoignage de Sarah pour demander une audience d'urgence concernant la garde. Un juge a accepté de réexaminer le dossier le lundi suivant. Mais Catherine n'avait pas dit son dernier mot. Vendredi après-midi, elle a appelé sur le lieu de travail de mon père, affirmant qu'il l'avait menacée. Elle avait un enregistrement, savamment monté à partir d'un message vocal, où il lui demandait simplement de laisser Brian retourner à l'école. Le patron de mon père l'a convoqué. Une enquête interne était lancée. En attendant, mon père était suspendu, mais touchait son salaire. « Je suis désolé », lui ai-je dit le soir même. « C'est de ma faute. J'ai tout gâché. »« Non !» m'a-t-il répondu d'un ton sans appel. « Tu as défendu la vérité. Ce n'est jamais une erreur, même si ça coûte cher. » Ma mère, elle, n'était toujours pas rentrée. Elle a simplement envoyé un message à mon père pour annoncer qu'elle ne reviendrait pas tant que je n'aurais pas accepté de me faire aider pour mon obsession. Ma famille était en morceaux, tout comme celle de Brian. Samedi, j'ai passé la journée à surveiller les statistiques de la vidéo. 50 000 vues et les médias commençaient à relayer l'affaire. La vidéo d'un garçon du coin relance le débat sur la crédibilité des victimes de violences, titrait même un article. Les commentaires, c'était la guerre.
Les partisans de Catherine me traitaient de monstre, mais de plus en plus de gens commençaient à raconter leur propre histoire. Des hommes jamais crus lorsqu'ils étaient victimes, des enfants qui voyaient leur père brisé par des accusations mensongères. Les choses commençaient à bouger. Puis Sarah a reposté, cette fois avec une vidéo, de vieilles images de caméscope de la fac où Catherine avouait avoir menti sur son ex. Il allait me quitter, disait-elle sur la vidéo pleine de parasites. Alors j'ai fait en sorte que plus personne ne le croie quand il parlerait. La preuve irréfutable. Je l'ai téléchargé et sauvegardé partout où j'ai pu, c'était l'élément que tout le monde attendait. Mais Catherine a tenté une dernière manœuvre désespérée. Samedi soir, elle a publié sur Facebook que Brian avait fugué. Mon fils en détresse, tellement retourné par les mensonges de son père, a quitté la maison. Aidez-moi à le retrouver, s'il vous plaît. La police a lancé un avis de recherche, toute la ville s'est mise à le chercher. Catherine jouait la mère effondrée à la perfection, donnant même une interview en pleurs à la télévision locale. Mais je savais que c'était du bluff. Brian ne serait jamais parti tout seul. Il n'avait nulle part où aller. Ça ne pouvait vouloir dire qu'une chose. Catherine le cachait quelque part pour rendre son histoire crédible. J'ai appelé la police pour leur expliquer ma théorie, mais ils m'ont envoyé balader. Le garçon qui a posté la vidéo n'est pas une source fiable, m'a-t-on répondu. Alors il ne me restait plus qu'une seule option. Je suis passé en direct sur les réseaux sociaux. Brian Davidson n'a pas fugué, ai-je lancé à la caméra de mon téléphone. Sa mère le cache. Elle l'a déjà fait. Les preuves de Sarah sont là. Brian est en danger. Aidez-nous à le retrouver. La vidéo en direct s'est répandue plus vite que tout ce que j'avais posté jusque-là. Les gens ont commencé à partager la photo de Brian, mais plus avec le discours de Catherine, ils y ajoutaient des mises en garde. Ce garçon pourrait être retenu contre son gré par sa propre mère. Les témoignages se sont enchaînés. Quelqu'un avait aperçu la voiture de Catherine près d'une maison abandonnée en périphérie. Un autre signalait des bruits bizarres dans un box qu'elle louait. La police, sous la pression générale, a fini par enquêter sérieusement. Ils ont retrouvé Brian enfermé dans le box de Catherine, avec juste un sac de couchage et un peu d'eau. Elle lui avait dit que s'il s'en allait, elle préviendrait son père. Le dénouement est tombé dimanche matin. Catherine arrêtée, Brian, sain et sauf, secoué mais physiquement indemne. Les images de la police emmenant Catherine menottée, hurlant au complot, ont fait le tour des médias. Mais la vraie réhabilitation, c'est quand on a rouvert les dossiers médicaux de Brian. Le schéma sautait aux yeux. Toutes ces blessures correspondaient à des violences, survenues avant la séparation, à l'époque où il vivait avec sa mère. Le père de Brian a été libéré sans délai, toutes les accusations abandonnées. La vidéo de Brian courant vers son père pour l'enlacer a fait le tour d'Internet. La communauté qui les avait jugés et condamnés trop vite a dû affronter la vérité en face. Elle s'était trompée. Elle avait préféré croire à des mensonges réconfortants plutôt qu'à des preuves dérangeantes. Elle avait bien failli briser la vie d'une famille sans histoire, simplement parce qu'il était plus commode de se laisser attendrir par les larmes d'une mère que de remettre en cause la version officielle. Certains se sont excusés, comme le principal Morrison qui m'a appelé lui-même pour lever ma suspension et réadmettre Brian et son père à l'école. Madame Patterson, contre toute attente, est venue chez nous avec un gratin et des excuses en pleurs. Mais d'autres sont restés sur leur position, affirmant que Catherine était la véritable victime et que nous étions tous tombés dans le piège. Le groupe Facebook des parents s'est transformé en champ de bataille, des clans se sont formés, des amitiés se sont défaites. La communauté, si unie dans sa colère auparavant, se retrouvait déchirée par la vérité. Maman est rentrée le dimanche soir. Elle est restée longtemps adossée à la porte de ma chambre, silencieuse avant de dire simplement « Je me suis trompée ». Elle a ajouté, la voix brisée. « J'étais tellement obsédée à l'idée de te protéger que je refusais de voir ce qui était pourtant sous mes yeux. » Je lui ai répondu « Tu faisais ce que tu pensais juste. » Mais elle a secoué la tête. « Non, je choisissais la facilité. Je préférais croire ce que tout le monde disait plutôt que de remettre tout en question. C'était trop difficile. » Petit à petit, on a commencé à se reconstruire. Les séances de thérapie imposées par le Dr Reeves se sont transformées en vrais moments de discussion familiale, où l'on affrontait enfin ce qui s'était passé. Brian et son père ont pu repartir à zéro dans un nouvel appartement grâce à une cagnotte GoFundMe lancée par Sarah. La même communauté qui les avait mis à l'écart a donné des milliers d'euros pour les aider à se relever. Au collège, l'ambiance avait changé du tout au tout. Certains élèves me voyaient en héros, d'autres murmuraient que j'avais ruiné une famille. Brian et moi, on déjeunait ensemble, sans plus se préoccuper des regards ou des rumeurs. Un jour, il m'a soufflé « Merci de ne pas avoir lâché l'affaire, même quand ça t'a coûté cher. » Je lui ai répondu « Tu aurais fait pareil pour moi. » Il a hésité. Je sais pas si j'en aurais eu le courage. Tenir tête à tout le monde, continuer à te battre alors que même ta famille te tourne le dos, il fallait du cran. Le procès de Catherine n'aurait lieu que plusieurs mois plus tard, mais sa réputation était déjà en lambeaux. La vérité avait rattrapé tous ces mensonges savamment orchestrés. Elle avait tout perdu. Son fils, sa liberté et la compassion dont elle avait tant abusé. Mais la vraie victoire, ce n'était pas sa chute. C'était de revoir le sourire de Brian, voir son père retrouver un travail sans que des rumeurs le poursuivent et constater qu'une communauté apprenait peu à peu que la vérité est parfois plus complexe que l'histoire qu'on préfère croire. J'ai compris aussi une chose, défendre la vérité n'a rien de simple. On y laisse des amis, on divise des familles, on commence même à douter de soi. Mais quand on sait qu'on est dans le vrai,
Quand la vie de quelqu'un est en jeu, il faut continuer, quitte à passer pour le méchant dans l'histoire des autres. C'est parfois le prix à payer pour être un héros. Le lundi matin, c'était l'effervescence. L'audience d'urgence pour la garde était prévue à 14h, mais Catherine ne comptait pas se laisser faire. Elle avait recruté une armée d'avocats et orchestré une offensive médiatique pendant la nuit, apparaissant sur les plateaux du matin pour clamer qu'elle était la proie d'une meute en ligne. Je l'ai vue depuis ma chambre, pleurant à la télé en disant que son ex-mari perturbé avait monté leur fils contre elle. Elle brandissait des copies d'écran de ma vidéo, parlant de harcèlement, tandis que l'animateur l'écoutait d'un air compatissant, la présentant comme une victime de cyberharcèlement. Papa a frappé à ma porte. L'avocat veut te préparer pour le témoignage, tu es prêt? J'ai hoché la tête, même si j'avais les mains moites. Poster des vidéos, c'est une chose. Affronter Catherine au tribunal, c'en était une autre. Nous avons retrouvé Maître Chen, l'avocat du père de Brian, à son cabinet. Il avait l'air épuisé mais déterminé. Ta vidéo a tout changé, m'a-t-il dit. Mais l'équipe de Catherine va tout faire pour te décrédibiliser. Ils diront que tu n'es qu'un gamin manipulé. Je dois dire quoi? Simplement la vérité. Reste sur les faits. Évite les opinions. Et quoi qu'il arrive, ne te laisse pas déstabiliser. Brian était là aussi, installé entre son père et une assistante sociale qui prenait des notes au moindre de ses gestes. Il avait meilleure mine que la dernière fois chez Catherine, mais il avait encore l'air fatigué. Quand l'assistante est sortie, Brian a chuchoté. Il m'analyse pour voir si je répète un discours appris par cœur. Le tribunal était plein à craquer, avec des parents de l'école massés dans la salle, chacun dans son camp. Madame Patterson était assise derrière Catherine, tandis que, chose surprenante, Madame Chen de la bibliothèque était venue nous soutenir. Les journalistes attendaient dehors. Catherine est arrivée, impeccable dans son tailleur, tamponnant ses yeux d'un mouchoir, serrant contre elle un album photo de jours heureux avec Brian pour la mise en scène. La juge Rodriguez, une femme à la sévérité affichée, a ouvert l'audience. Les avocats de Catherine ont aussitôt demandé que mon témoignage soit écarté, me traitant d'enfant émotionnellement instable et d'obsédé. Madame la juge, a plaidé l'un d'eux, ce garçon a harcelé ma cliente, publié des vidéos diffamantes et orchestré une campagne de haine contre une mère aimante. Maître Chen est intervenu. Madame la juge, ce garçon a révélé des preuves de maltraitance systématique que les autorités avaient négligées. Son témoignage est capital. La juge m'a dévisagé longuement. Je l'autorise, mais je serai très attentive à la moindre tentative de manipulation. Catherine a été la première à témoigner. Elle était impressionnante, vraiment. Elle pleurait au bon moment. Sa voix se brisait lorsqu'elle parlait du tempérament violent du père de Brian et des années de peur qu'elle avait traversées. Elle a exhibé des photos d'ecchymose, cadrées de façon à ce qu'on ne puisse pas savoir quand elles dataient. « Je voulais juste protéger mon fils », sanglotait-elle, mais son père l'a retourné contre moi. Puis vint le contre-interrogatoire. Maître Chen a lancé sur un ordinateur la vidéo de Sarah. « Madame Davidson, reconnaissez-vous votre voix disant « J'ai fait en sorte que personne ne le croie quand il a essayé ». Catherine est devenue livide. C'est sorti de son contexte. J'étais jeune, un peu théâtral. Et vous étiez théâtral aussi quand vous avez enfermé votre fils dans un débarras? Je le protégeais. Il voulait s'enfuir chez son père. En l'enfermant? Les avocats de Catherine ont multiplié les objections, mais le mal était fait, le masque tombait. Brian a témoigné à son tour. Sa voix tremblait, mais il tenait bon quand il a montré ses cicatrices de brûlures à la juge, expliquant le mécanisme des violences. Catherine, elle, n'arrêtait pas d'essayer de croiser son regard et murmurait « Je t'aime » dès que la juge ne la regardait plus. Elle nous faisait du mal, puis elle se mettait à pleurer en nous disant que c'était notre faute, a lancé Brian. Elle disait que si on parlait, on m'emmènerait loin pour toujours. Puis c'était mon tour. J'avais les jambes en compote en montant à la barre. Catherine me fixait avec une haine glaciale. Son avocat a attaqué sans préambule. « Ce n'est pas vrai que vous n'avez pas d'amis, à part Brian? J'ai des amis. Mais Brian, c'est votre premier vrai ami, non? Vous auriez été prêt à tout pour ne pas le perdre? Je me suis souvenu de ce que Maître Chen m'avait conseillé. T'en tiens aux faits. J'ai vu des preuves de maltraitance. Je les ai signalées. Vous voulez dire que vous avez vu ce que Brian voulait bien vous montrer? Vous avez pris des photos sans autorisation? Vous avez harcelé ma cliente? Je cherchais juste à comprendre la vérité. Vous n'avez que 12 ans. Qu'est-ce qui vous donne la légitimité d'enquêter sur quoi que ce soit? Je me suis redressé. Avoir 12 ans, ça ne veut pas dire qu'on est bête. Ça veut juste dire que les adultes pensent qu'ils peuvent nous mentir. Un murmure a traversé la salle. L'avocat a rougi. « Madame la juge, ce manque de respect. Il est honnête », l'a coupé la juge Rodriguez. « Continuez, jeune homme. J'ai tout raconté. Les dates, les preuves, les menaces de Catherine. » Ces avocats n'en finissaient plus d'objecter, mais je restais calme, précis. Quand ils ont présenté les vidéos de harcèlement, j'ai expliqué tout le contexte que Catherine avait soigneusement supprimé. J'ai dit qu'elle savait que je réunissais des preuves et qu'elle en avait rassemblé de son côté, mais qu'elle avait dû les truquer parce que la réalité ne collait pas à son histoire. Pendant une pause, Catherine m'a coincé dans un couloir pendant que papa était parti aux toilettes. « Espèce de sale gosse !» a-t-elle soufflé. « Tu as tout gâché. » J'ai fait un pas en arrière, mais elle s'est approchée. « Brian ne te pardonnera jamais. Tu as détruit notre famille. » « Non !» j'ai répondu assez fort pour que d'autres entendent. « C'est toi qui l'as détruite. Moi, j'ai juste montré comment. » Un huissier est arrivé à ce moment-là.
et Catherine a aussitôt repris son air de pauvre mère accablée. Mais plusieurs personnes avaient tout vu. À la reprise, 3 parents ont demandé à témoigner. Ils faisaient partie du cercle proche de Catherine, mais commençaient à douter. L'une d'elles a raconté comment Catherine lui dictait ce qu'il fallait publier sur le groupe Facebook. Une autre a confessé que Catherine lui avait demandé de mentir, en affirmant avoir vu le père de Brian rôder près de l'aire de jeu. « Je croyais bien faire », a balbutié la femme, honteuse. Elle était tellement convaincante. Les avocats de Catherine étaient débordés, et d'autres failles sont apparues. Un expert a décortiqué les dossiers médicaux fournis par Catherine et a relevé des incohérences. Les photos des bleus ont été examinées. Elles dataient en réalité de plusieurs années, bien avant la séparation. À 16h, toute la version de Catherine s'était effondrée. Mais elle avait encore un dernier coup à tenter. « Votre honneur », elle s'est levée, ignorant son avocat qui essayait de la retenir. « Si vous donnez Brian à son père, je me tuerai. Je ne peux pas vivre sans mon fils. Vous porterez sa mort sur la conscience. » La salle d'audience a éclaté. Brian s'est effondré en larmes. Son père essayait de le consoler tandis que Catherine criait de façon déchirante. D'un coup de maillet, la juge Rodriguez a tranché. « Madame Davidson, vous venez de menacer de vous faire du mal pour manipuler ce tribunal. Huissier, veuillez accompagner Madame Davidson à une évaluation psychiatrique. » « Non !» Catherine s'est précipitée vers Brian, mais les agents l'ont retenu. « C'est mon fils. Vous n'avez pas le droit de me l'enlever. » Alors qu'on l'éloignait, elle m'a hurlé dessus. « C'est ta faute. C'est toi qui as fait ça. » La juge a suspendu l'audience pour que tout le monde reprenne ses esprits. Dans le couloir, les parents qui soutenaient Catherine étaient sous le choc. Madame Patterson s'est approchée de moi, hésitante. « Je te dois des excuses », a-t-elle soufflé. « J'étais persuadée d'avoir raison. Après tout, c'est une mère. Les mères aussi peuvent être violentes, » ai-je répondu. Elle a eu un mouvement de recul, puis a hoché la tête. J'ai contribué à répandre ces mensonges sur le père de Brian. Je ne sais pas comment réparer ça. Commence par dire la vérité, lui ai-je suggéré. Quand l'audience a repris, la juge Rodriguez a rendu son jugement. La garde d'urgence est confiée au père de Brian en attendant une évaluation complète. Catherine devra subir une expertise psychiatrique et ne pourra voir son fils qu'en présence d'un tiers, et seulement si c'est jugé sans danger. Ce tribunal tient aussi à saluer le courage exceptionnel d'un jeune homme qui a défendu la vérité, malgré un prix personnel immense, a-t-elle déclaré en me regardant. Les adultes ont failli Brian Davidson, pas un garçon de 12 ans. À la sortie, les journalistes se sont rués. Papa m'a protégé, mais j'entendais leurs questions. Qu'est-ce que ça fait d'être un héros? Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer? Je n'étais pas un héros. J'étais juste un gamin qui ne supportait pas l'injustice. Ce soir-là, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Médias, plateaux télé, tout le monde voulait l'histoire. Papa leur a tous dit non. Tu as déjà assez donné, a-t-il tranché. Maman s'est installée à côté de moi sur le canapé. Je suis fière de toi, m'a-t-elle dit. Et je suis désolée de ne pas t'avoir écouté. Tu voulais me protéger. Contre la mauvaise chose, a-t-elle reconnu. J'avais si peur du monstre que tout le monde décrivait que je n'ai pas vu le vrai monstre sous mon nez. Mardi, je suis retourné au collège. Les couloirs me semblaient différents. Les élèves me dévisageaient, chuchotaient, mais ce n'était pas toujours négatif. Certains me faisaient un signe de tête respectueux. D'autres continuaient à penser que j'avais brisé une famille. Brian était là aussi. On a déjeuné ensemble, sans se soucier des regards. Mon père a un entretien, m'a-t-il annoncé. Un patron a vu passer l'histoire et a dit que quelqu'un qui avait traversé tout ça méritait une chance. C'est super. C'est dans un autre département, a ajouté Brian à voix basse. Papa pense qu'on a besoin de recommencer ailleurs. Mon cœur s'est serré. Après tout ça, j'allais quand même perdre mon meilleur ami. Quand? Si jamais il décroche le job. Peut-être le mois prochain. Le reste de la semaine flottait, irréel. Catherine a été remise en liberté sous caution, mais elle devait rester loin de Brian et de son père. Elle s'est immédiatement déchaînée sur les réseaux sociaux, criant qu'elle était victime d'une injustice, mais presque tout le monde avait déjà tourné la page. Même ses avocats ont préféré s'éclipser discrètement de l'affaire. Monsieur Morrison, le principal, a convoqué tout le monde pour parler des dangers des jugements hâtifs et de l'importance des preuves. Il n'a pas mentionné la famille de Brian, mais personne n'était dupe. Tout le monde savait à quoi il faisait allusion. Certains professeurs, auparavant particulièrement froids avec Brian, se sont soudain mis à être d'une gentillesse exagérée, ce qui ne faisait qu'accentuer la gêne ambiante. Le patron de papa l'a rappelé au travail plus tôt que prévu, non sans s'excuser pour la suspension. On devait vérifier la plainte, mais maintenant c'est clair que c'était uniquement du harcèlement. Petit à petit, on a retrouvé un semblant de normalité à la maison. Maman et papa faisaient attention l'un à l'autre, comme s'ils réapprenaient à se faire confiance. Les séances chez la psy, imposées par le Dr Reeves, ont finalement pris du sens, une fois qu'elle a compris ce qu'il s'était vraiment passé. Tu as fait preuve d'un courage moral incroyable, m'a-t-elle soufflé. Mais c'est normal d'en vouloir à tout ce que ça t'a coûté. Oui, j'étais en colère. En colère contre tous ces adultes qui ont gobé des mensonges sans broncher. En colère contre un système prêt à laisser Catherine gagner. En colère de voir que défendre la vérité avait failli pulvériser ma famille. Ce vendredi après-midi, Sarah m'a appelé. Elle venait pour le procès pénal de Catherine. Je voulais te remercier, m'a-t-elle dit. J'ai porté la culpabilité de mon silence pendant 20 ans. Grâce à toi, j'ai pu enfin réparer ça. Tu as aussi aidé Brian, je lui ai répondu. On l'a fait ensemble. Mais c'est toi qui as lancé tout ça. Tu t'es montré bien plus courageux à 12 ans que moi à 22.
Ce week-end-là, le groupe Facebook des parents a littéralement explosé. Des captures d'écran des messages privés de Catherine, où elle dictait ce que chacun devait publier, ont fuité et lancé une chasse aux sorcières. Certains parents se sont retournés les uns contre les autres pour savoir qui était le plus coupable. Le groupe a fini par être supprimé pour de bon. Madame Patterson a créé un nouveau groupe, cette fois centré uniquement sur des infos vérifiées. Elle m'a proposé d'être modérateur avec elle, mais j'ai décliné. J'en avais ras-le-bol des histoires d'adultes. C'est finalement le père de Brian qui a pris le relais. Bientôt, il partirait s'installer en Oregon, dans à peine 3 semaines. On a profité de chaque fin de journée, essayant de rattraper des années d'amitié en quelques moments volés. « Je viendrai te voir », a promis Brian, « et on pourra faire des visios. Ce n'est pas pareil. » « Non », a-t-il admis. Mais c'est toujours mieux que de rester coincé avec elle. L'expertise psychiatrique de Catherine a confirmé ce que tout le monde savait déjà. Depuis des décennies, elle manipulait et maltraitait sans vergogne. Elle a été mise en examen pour séquestration, maltraitance sur mineurs et faux témoignages. Son procès allait traîner sur des mois. Le mardi précédent le départ de Brian, on s'est retrouvés dans le parc où tout avait commencé, là même où son père m'avait tiré des griffes des brutes, il y a une éternité. « Je t'ai jamais vraiment remercié », m'a lancé Brian. « Pour tout. Tu n'as pas besoin de me remercier ?»« Si, je le dois. » Il a sorti une petite boîte soigneusement emballée. Papa et moi t'avons trouvé quelque chose. À l'intérieur, une boussole toute simple accrochée à une chaîne, élégante et sobre. Toi, tu sais toujours dans quelle direction aller, m'a expliqué Brian. Même quand tout le monde est perdu. Je l'ai glissé autour du cou sans hésiter. C'était comme une évidence. Le jour du départ est arrivé trop vite. Tout le quartier regardait pendant qu'il finissait de charger le camion de déménagement. Certains affichaient au moins un air embarrassé, d'autres se contentaient de fixer la scène. Le père de Brian m'a serré la main. « Tu nous as sauvé la vie », m'a-t-il dit simplement. « Je n'oublierai jamais. Prends soin de lui », ai-je répondu. « Toujours. » Brian m'a serré fort dans ses bras. « Meilleur ami pour toujours ?»« Pour toujours », j'ai confirmé. J'ai regardé le camion disparaître au coin de la rue, la boussole lourde contre ma poitrine. Maman est revenue passer son bras autour de mes épaules. « Tu as fait ce qu'il fallait », m'a-t-elle dit, même si ça fait mal pour l'instant. Ce soir-là, je me suis installé devant mon ordi et j'ai commencé à écrire. Pas une nouvelle vidéo ni une enquête, juste un message simple. Parfois, dire la vérité a un prix énorme. Parfois, on doit perdre son meilleur ami pour le sauver. Parfois, avoir raison fait bien plus souffrir qu'avoir tort. Mais la vérité compte. La justice aussi. Et parfois, il faut qu'un gamin de 12 ans le rappelle aux adultes. J'ai posté mon message et j'ai fermé mon ordinateur. Demain serait un autre combat, sans doute de nouveaux défis. Le procès de Catherine approchait et la communauté restait fracturée. Certains ne me pardonneraient jamais d'avoir ébranlé leurs illusions si confortables. Mais ce soir-là, je tenais la boussole et je repensais au sourire de Brian, au tribunal, quand le juge a prononcé sa libération. Ça valait tout. Mon téléphone a vibré. Un message de Brian. « On est bien arrivé en Oregon. Papa sourit. Un vrai sourire. Merci. Moi aussi j'ai souri. Pour la première fois depuis des mois, un vrai sourire.